Bonjour à tous et toutes. Je suis très content d'être ici parce qu'effectivement, on développera tout ça plus tard, mais ce livre a à voir avec Jean Giono, et notamment L'homme qui plantait des arbres, que vous devez certainement connaître, et vous verrez comment tout ça s'emboîte et s'imbrique. Mais et effectivement, voilà, je commence à la mort de ce berger, Elzéar Bouffier, en 1947, à l'hospice de Banon. Et ces 12 pages de Giono m'ont marqué. Et il a fait partie de ces livres qu'on a sur soi, comme on peut avoir un couteau, un truc. Enfin, c'est un livre-objet, comme ça, qu'on veut garder. Et puis, je me suis toujours dit, comme je suis comédien, j'en ferai quelque chose un jour. Mais je ne savais pas trop quoi. Et puis, un jour, j'ai appris que Giono nous avait menti. Cette histoire n'est pas vraie. Il n'a pas vraiment rencontré Elzéar Bouffier. Et loin de me décevoir, au contraire, ça m'a enthousiasmé que ce soit une fiction, que ce soit un fantasme de Jean Giono, qu'il ait rêvé de ce berger. Parce que moi aussi j'en rêve. Et je pense qu'on est des millions sur la planète à en rêver, de ce berger qui plante des arbres tous les jours, toute sa vie, jusqu'à sa mort, et qui change le monde autour de lui. On en rêve tous. Et je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à en rêver. C'est un rêve urgent. Et je me suis dit, plutôt que d'adapter cette nouvelle, je vais adapter ce besoin-là de rêve, de cette rencontre-là, de ce fantasme-là. Alors, évidemment, nous avons demandé à Philippe de lire ces textes. Ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Donc, on va démarrer sur un premier extrait. Jean entreprit de lui raconter le début. L'amour de la marche, né dans son enfance solitaire, pétri d'ennui. Ces longues expéditions sans carte ni boussole, poussées jusqu'à ressentir le parfum piquant de l'inquiétude lorsque le chemin du retour s'allongeait un peu trop. Il évoqua celle entreprise en 1913, dans ces hauteurs, où se mêlaient l'alpin et le provençal, vers ces landes perchées, arides et dénudées, oubliées des hommes. Le village abandonné, où il avait trouvé à s'abriter du vent. L'eau qui lui manquait jusqu'à faire battre ses tempes d'une crainte d'un autre âge. Il évoqua la silhouette noire de forme humaine, monolithe entourée de brebis, qui approchant s'avéra être un berger. Le réconfort, octroyé en silence par cet homme simple. Il détailla la soirée à la bougie, passée à écouter la nuit lécher les murs de sa cabane de pierre, à regarder les mains épaisses de l'homme triant des glands, comme s'il possédait un trésor inestimable. Monsieur Rostin l'écoutait. Ses poumons, sa gorge, son corps entier s'étaient calmés pour n'être qu'attention. Jamais il n'avait vu ce garçon aussi causant. Jean en venait maintenant aux arbres, à ces milliers, ces centaines de milliers, peut-être même ces millions de chênes plantés un à un, chaque jour de la vie du berger, à cette forêt si immense qu'elle s'étendait jusqu'à plus d'œil, à cette faune rampante, sautante, planante, dévalante, qui animait ces terres dans une grande fureur inconsciente. Il avoua qu'il ne trouvait le repos que là-haut, dans cette forêt qui tenait dans la main d'un taiseux. Qu'à ses yeux, celui-ci représentait l'exact et rigoureux contraire de Verdun. Masse humaine ferraillante, plongée dans l'anéantissement, et lui, une bribe d'homme semant l'existence dans la plus consolante solitude, et que tout le reste ne faisait pas grand sens. Il admit que, pour son plus grand malheur, sa vie chaotique, poussée dans le dos par des vents furieux, l'avait fait se perdre dans ces deux extrémités tout aussi inconfortables l'une que l'autre. Comment construire son existence entre ces deux forces antipodales? Tout ce qu'il faisait lui semblait inutile et sans nerfs, dépossédé du moindre élan primaire qui pousse les choses naturelles à prospérer. Même le théâtre ne donnait rien, ne protégeait de rien, ni de la bêtise, ni de l'indifférence. Charlotte en était la preuve.